Bonjour mesdames, bonsoir plus exactement mesdames, messieurs. Bienvenue ce soir dans la continuité de ce cycle, n'est-ce pas, sur la laïcité, puisque pour rappel, ce cycle avait commencé juste avant la pandémie. Et il avait commencé avec deux contributions. Une première contribution très théorique avec le professeur Catherine Kinsler sur la tentative d'une définition de la notion de laïcité. Et puis, le travail s'était poursuivi avec le professeur Uytendal de l'Université libre de Bruxelles, où nous avions abordé la question du lien entre la notion de laïcité et la Constitution, et bien entendu la question actuelle de savoir si, oui ou non, il serait opportun d'inscrire la notion de laïcité dans la Constitution de notre pays. Et puis la pandémie est arrivée, elle a duré. Nous avons un temps reporté cette conférence en espérant que nous pourrions un jour nous revoir en présence. Tel n'a pas été le cas et nous avons donc décidé, dans le cadre du Collège Belgique, de virtualiser toutes les conférences de ce premier semestre. Et c'est donc aujourd'hui que nous reprenons ce cycle qui va se poursuivre encore en 4 moments, ce soir avec Caroline Segesser et John Pitzeis, très bientôt avec François De Smet et Jean-Philippe Schreiber, et puis avec Hervé Parmentier et moi-même, et enfin, nous clôturerons le cycle avec une contribution de M. Radwan Atia et moi-même, et nous aurons ainsi accompli un cycle de 6 courts conférences. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir comme conférenciers d'abord deux personnalités très remarquables et très informées sur notre sujet, et deux personnalités qui se connaissent bien et qui ont déjà discuté le sujet et qui donc, l'une après l'autre, vont vous faire part de leurs éclairages et de leurs expertises. Et puis, bien entendu, comme à chaque séance du Collège Belgique, nous aurons un moment d'échange, de réflexion et de dialogue, puisque vous allez le voir apparaître dans la barre latérale droite de cette plateforme numérique, vous avez la possibilité de poser vos questions aux conférenciers. Comme ils sont deux ce soir, si vous voulez que la question soit posée prioritairement à l'un ou à l'autre, indiquez-le bien. Et c'est M. Morès, l'attaché de programmation du Collège Belgique, qui organisera les débats avec les deux conférenciers et qui assurera la bonne circulation de la parole. Alors, je vais d'abord vous présenter Madame Segesser, qui est donc actuellement, et vous la voyez d'ailleurs très souvent sur les médias et singulièrement sur LN24, mais aussi sur la radio-télévision belge francophone, commenter l'actualité et singulièrement l'actualité politique. Donc, Madame Segesser est docteur en histoire de l'Université libre de Bruxelles, où elle a d'ailleurs enseigné, et notamment l'histoire contemporaine, mais elle est actuellement engagée comme chargée de recherche au fameux CRISP, qui nous rappelle aussi des souvenirs d'enfance quand M. Mabi commentait les élections ou quand M. de Corbiter commentait le résultat des élections. Eh bien, Mme Segesser travaille au CRISP, qui est donc le centre de recherche et d'information sociopolitique. Elle a aussi, en plus donc de son activité d'enseignante, elle a également des responsabilités en matière de formation des cadres et singulièrement, elle collabore dans le cadre du certificat interuniversitaire intitulé Islam et musulmans d'Europe, et elle collabore aussi à certains modules de formation continue où elle donne des enseignements, notamment sur la question de la laïcité et aussi, d'une façon plus globale, l'histoire et les sciences des religions. Alors, Caroline Segesser a beaucoup écrit et je voudrais donc tout simplement
attirer l'attention sur ces publications qui sont véritablement des moments extrêmement importants sur ces questions de laïcité, mais aussi de vivre ensemble, de financement public des religions et de la laïcité en Belgique. Et je cite ici un ouvrage qu'elle a publié en 2010 en collaboration avec Jean-Philippe Schreiber, ou encore cet ouvrage qu'elle a publié tout récemment aux éditions du CRISP avec Jean Faniel notamment, Piliers, dépilarisation et clivage philosophique en Belgique. Je me permets aussi de signaler les travaux qu'elle accomplit dans le cadre du laboratoire Auréla, qui est un observatoire des religions et de la laïcité, qui est basé à l'Université libre de Bruxelles et notamment aussi dans le Centre d'études des religions et de la laïcité de la même université. Et les rapports d'Auréla sur religion et laïcité en Belgique sont toujours lus et exploité avec une extrême attention. Et enfin aussi, je voudrais vous dire que donc, Madame Segesser est aussi reconnue pour ses expertises, notamment dans le monde politique, puisque elle est l'auteur de rapports importants, qui sont des rapports demandés par les autorités politiques. Et je pense ici notamment au rapport qu'elle a publié sur la question de la législation wallonne sur les cultes, où elle faisait un état des lieux et elle proposait des pistes de réforme, et ceci avait été demandé au Parlement de Wallonie, notamment par le député Pierre-Yves Geolet, actuellement ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors notre second conférencier est très lié aussi à tout cet univers qui a la particularité et l'immense mérite de faire se conjoindre la réflexion politique et les études et la recherche, et singulièrement ici pour John Pitts-Sayce, l'engagement politique. Alors, John Pitts-Sayce est licencié en droit et en philosophie, mais c'est en philosophie qu'il a fait sa thèse de doctorat, donc à l'université catholique de Louvain, où il a été un chercheur très dynamique et important de la chaire ouverte d'éthique économique et sociale, à l'époque d'ailleurs dirigée par le professeur Philippe Van Parijs, membre de l'Académie royale de Belgique. Alors, il a été enseignant, il a été chargé de recherche dans cette université. Il a aussi travaillé pour le CRISP, et il a donc déployé un ensemble de textes et de publications, d'articles portant sur les questions relatives à la démocratie, à la gouvernance, à la discussion publique. Alors, justement, je disais qu'il y a une interaction entre l'engagement, la réflexion politique et l'enracinement académique. Eh bien, John Pitts-Sayce est actuellement député au Parlement régional bruxellois pour le groupe Écolo, et il a en ce moment la responsabilité extrêmement importante d'être le chef de groupe du parti Écolo au Parlement bruxellois, une responsabilité évidemment de la plus haute importance. Et l'enracinement de John au Parti écolo est déjà une longue histoire, puisqu'il a été aussi chercheur associé au centre Etopia, qui est le centre d'études, et il a été aussi, à plus d'une reprise, un conseiller politique qui a été consulté pour ses expertises, notamment sur la question de la gouvernance publique et la fameuse sixième réforme de l'État. Eh bien, ce soir, mesdames, messieurs, chers auditeurs et chers téléspectateurs, et j'ai envie de vous dire aussi, nous avons donc le plaisir d'entendre deux personnalités qui ont beaucoup réfléchi à ce sujet de la laïcité, mais qui sont aussi au cœur même de ce qui se passe et de ce qui se trame dans la société civile. Et nous aurons aussi le cas
avec François De Smet, le président du parti Défi et député alors à la Chambre, au Parlement fédéral, mais nous avons aussi donc l'opportunité de ce soir mener cette discussion avec des personnalités qui sont à la fois engagées dans la réflexion et dans l'action politique. Eh bien, je vous souhaite une bonne rencontre autour de ce thème de la laïcité et je donne tout de suite la parole à Caroline Segesser qui la fera alors transiter vers John Pitsays avant d'écouter vos questions et d'avoir un dialogue que j'espère le plus constructif possible. Je vous souhaite un très bon moment de conférence. Bonjour à vous toutes et vous tous, que je regrette de ne pas pouvoir avoir devant moi, mais merci de nous avoir rejoints. Merci à Jean pour cette introduction tout à fait flatteuse. Merci pour l'invitation. Merci à l'Académie, à Monsieur Morès d'assurer la logistique et merci à toi, John, d'avoir accepté de partager cette aventure ce soir. Alors moi, je vais, sur ce sujet, apporter un éclairage plutôt historique. Et j'aime bien commencer mes exposés à propos de la laïcité en montrant une photo de Notre-Dame de Laken que vous avez probablement reconnue. Alors, je fais cela parce que Notre-Dame de Laken, c'est la nécropole de nos souverains, des chefs de l'État, et parce que c'est aussi un bâtiment qui a été érigé avec le concours de fonds publics sur base d'une souscription nationale également, avec un concours d'architecture qui a été organisé, et donc qui traduit finalement une forme de proximité entre l'Église et l'État en Belgique, de par le statut de l'édifice et de par la façon dont il a été édifié. Et ce soir, puisqu'on est dans une perspective historique, je voudrais souligner aussi que aujourd'hui, sans doute qu'un tel projet ne serait plus mené à bien et ne le serait plus de la même façon. On imagine difficilement que l'État apporte son concours à la construction d'un édifice religieux important de la façon dont il l'a fait pour Notre-Dame de Laken. Or, pourtant, notre ordre constitutionnel n'a pas changé, les articles qui régissent notre régime des cultes n'ont pas changé, la Belgique n'est pas devenue un pays plus laïque par rapport à ce qu'elle était en 1831. Ce qui veut dire aussi que les choses changent, que la façon dont on interprète certaines dispositions change également en fonction de l'évolution de la société. Et donc, nous sommes vraiment dans une perspective d'évolution, une perspective dynamique, même quand il n'y a pas de changement de régime, de changement de dispositif juridique. Alors, je pense aujourd'hui diviser mon exposé en deux temps. Alors, tout d'abord, je parlerai de la séparation de l'Église et de l'État, des pouvoirs temporels et spirituels, qui me semble être un acquis de la modernité tout à fait important, sur lequel il est difficile d'envisager vouloir revenir dans une perspective démocrate. Et puis, dans un deuxième temps, je parlerai d'un autre processus de laïcité, ce que j'ai appelé la laïcité républicaine, et qui correspond grosso modo à un approfondissement du concept de la laïcité sous la Troisième République en France, pour en arriver aujourd'hui à ce qu'on appelle volontiers le modèle français, qui est une forme de laïcité, je dirais, qui est plus spécifique à certains pays et qui va au-delà de la simple séparation des églises et de l'État. Alors, je pense qu'il faut à peine vous préciser, tant cela va de soi, mais je le fais tout de même, que ce soir nous parlons de la laïcité en tant que principe politique et non pas comme une conception philosophique. Alors en Belgique, effectivement, en Belgique francophone en tout cas, la confusion peut parfois être présente, puisque par laïcité, la laïcité qu'on appelle volonté organisée, mais on désigne aussi un groupe de personnes qui sont réunies par une conception philosophique particulière, qui ne se réfère pas à une quelconque transcendance. C'est une particularité de notre situation belge par rapport aux organisations convictionnelles. Mais donc ce n'est pas de cela que nous parlons maintenant, même si on peut en parler bien sûr plus tard au moment des questions-réponses si la nécessité s'en fait sentir. Et je ne parle pas non plus de la laïcité comme outil d'émancipation individuelle. Il s'agit bien d'un processus politique, d'un processus dynamique, je n'en parle pas d'une façon statique, qui va effectivement faire évoluer les relations
entre les pouvoirs publics et entre les cultes. La laïcité comme principe politique et outil d'émancipation collective et pas individuelle, avec pour illustration le sacre de Charlemagne en l'an 800, tant il est évident que pendant très très longtemps, il y a eu en Occident une collaboration étroite entre les pouvoirs temporels et spirituels. La laïcité est un principe finalement d'apparition relativement récente dans notre organisation politique. Alors certains font même, dans le monde chrétien, vont même mettre l'origine du principe de laïcité dans les évangiles, en citant une phrase célèbre qui est ici reprise dans l'évangile de Marc: ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Je crois que le principe se trouve en fait chez trois évangélistes. Et en fait, il est vrai que ce principe de laïcité, d'émancipation de la sphère étatique du religieux, est né dans des États qui étaient christianisés et qui connaissaient une Église catholique qui constituait un pouvoir, un contre-pouvoir important. Il y a des raisons historiques pour lesquelles effectivement la laïcité naît dans des pays de culture, de religion catholique, parce qu'au départ, il s'agit d'une lutte entre deux pouvoirs. Maintenant, le fait de donner une origine proprement chrétienne au principe de laïcité, c'est quelque chose que l'Église catholique elle-même va revendiquer à partir de la fin du XIXe siècle, quand elle se sera résignée à ne plus vouloir chercher à retrouver sa position de religion dominante, de religion d'État, et quand elle revendiquera davantage la liberté pleine et entière pour elle-même de s'organiser, elle utilisera elle-même ce principe pour enjoindre aux autorités politiques de ne pas se mêler d'affaires religieuses. Donc la laïcité naît effectivement dans ce monde catholique, mais l'Église elle-même va bien se garder, je dirais, d'appliquer ce principe dans les origines et pendant de nombreux siècles. L'Église va au contraire avoir un double pouvoir spirituel et temporel pendant très longtemps. Et en guise d'illustration, vous avez là une représentation du pape Alexandre VI, un des Borgia, un pape qui a eu 6 enfants, donc à plusieurs égards, ce n'était pas l'ecclésiastique type que l'on peut imaginer aujourd'hui, occupé essentiellement d'affaires spirituelles. C'était un leader extrêmement politique, et il est connu en particulier pour cette bulle papale qui a partagé le monde en 1493 entre les puissances coloniales portugaises et espagnoles, même si le traité de Tordesillas, va venir un peu ratifier cette décision du pape. Mais donc la puissance de l'Église, pendant de longues années, va jouer un rôle politique tout à fait important. La première question en rapport avec le lien entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel n'est pas une question de séparation, c'est une question de conflit pour obtenir la haute main, pour obtenir la suprématie. La question est de savoir quel pouvoir va être dominant. Alors, deux exemples de ces longs siècles de compétition entre pouvoir politique et pouvoir spirituel, entre pouvoir politique et pouvoir religieux, une représentation du futur empereur Henri IV qui va faire pénitence à Canossa. Alors, vous connaissez certainement cette expression, aller faire pénitence à Canossa. Nous sommes à peu près vers l'an 1100, au moment de ce qu'on a appelé la querelle des investitures, quand la question se pose de savoir qui va nommer les évêques. Est-ce le souverain local ou est-ce le pape qui doit jouir in fine de cette prérogative? Alors Henri IV a tenté de s'opposer au pouvoir du pape, mais voilà qu'il a été excommunié, il est contraint d'aller faire pénitence à Canossa en Italie, donc il doit, il est en Allemagne, il doit traverser les Alpes en plein hiver, c'est une expédition difficile et douloureuse, il l'a fait avec armée bagages, femme et enfants, il arrive devant Canossa et il va rester pendant un certain temps pieds nus dans la neige avec sa femme et ses enfants, d'où l'idée, le fait que cet épisode soit passé à la postérité comme un moment d'extrême humiliation pour le pouvoir politique et que cette expression soit restée dans le langage commun. Il est bien évident que tant que nous sommes dans une société profondément croyante,
Le pape détient finalement la haute main, il a le dernier mot, puisqu'il a une menace suprême qui est celle de l'excommunication. À partir du moment où vous croyez effectivement à l'existence d'une vie éternelle, c'est risqué gros que de s'opposer au pouvoir de celui qui détient la possibilité de vous priver de cette vie éternelle. Et donc, dans cette querelle entre pouvoir temporel et spirituel, pendant longtemps, le pape va avoir la haute main. Mais pas toujours. Philippe IV le Bel, le roi très chrétien, qui s'accole cette épithète de très chrétien pour bien montrer qu'en tant que roi de France, il veut aussi jouer un rôle religieux, va lui réussir à s'imposer face au pape de l'époque. Nous sommes à peu près 2 siècles plus tard, et pour des raisons finalement essentiellement financières, parce que l'argent joue souvent un rôle très important dans ces querelles entre pouvoirs temporels et spirituels. Philippe IV le Bel va expulser les Templiers, mais va également réussir à taxer les biens ecclésiastiques en France. Donc c'est un épisode qui plutôt montre la capacité, dans certaines circonstances, du pouvoir politique à s'imposer face au pouvoir spirituel, en l'occurrence au pape Boniface VIII. Alors, ces questions de suprématie de pouvoir politique ou religieux ne concernent pas que le prestige des souverains et du pape, ne concernent pas que les politiques. Elles ont évidemment un corollaire, des conséquences pour les populations qui les subissent. Et d'autre part, le fait qu'il y ait à cette époque une unicité de religion sur tous les territoires veut dire également que tous ceux qui ne font pas partie de cette religion, les fidèles d'une autre religion, vont être régulièrement en but aux persécutions. Euh, Les Juifs, évidemment, sont les premières victimes de cet Occident christianisé, en étant les boucs émissaires favoris dès lors qu'un événement dramatique comme une épidémie, ici il s'agit de la grande peste noire du XIVe siècle, se déclenche. Mais ensuite, à partir du XVIe siècle et de la Réforme, les guerres de religion entre catholiques et protestants vont également faire énormément de victimes. On est dans une situation où il y a une religion d'État, et malheur à ceux qui pensent différemment. Malheur évidemment aussi à ceux qui auraient la prétention de ne pas avoir de religion. Vous avez là une photo du monument à Giordano Bruno, au Campo di Fiori à Rome, à l'endroit où il a été brûlé par l'Inquisition. Alors, il n'est pas très clair que Bruno ait vraiment été athée, mais c'est en tout cas un scientifique qui remettait en cause toute une série de choses qui étaient promues comme vérité d'évangile par l'Église de son époque. C'est un précurseur de Galilée et qui a été assassiné par l'Inquisition pour ses idées. Nous sommes dans un monde très longtemps où, en dépit des querelles de suprématie entre pouvoir politique et pouvoir religieux, il y a une religion d'État et sa puissance fait de tous les citoyens qui voudraient dévier de cette ligne religieuse et politique des victimes possibles de la répression des idées. La laïcité naît véritablement en tant que proposition politique de séparation de l'Église et de l'État, de maintien de chacun chez lui, en quelque sorte, au siècle des Lumières et au XVIIIe siècle. Alors j'ai choisi de mettre plutôt en évidence, parmi d'autres penseurs, quelqu'un qui ne l'est pas toujours, c'est Roger Williams, qui est le fondateur de la colonie du Rhode Island aux États-Unis, qui est un des premiers à parler de séparation de l'Église de l'État et à imposer dans la colonie qu'il a fondée. Il a quitté le Massachusetts pour fonder une colonie divergente au sud de cette colonie-là, et il prévoit d'ériger un véritable mur de séparation entre l'Église et l'État, entre le politique et le religieux. Et les États-Unis, qui vont se constituer à partir de 1776 dans une opposition au pouvoir britannique, vont mettre la liberté de religion, mais également la laïcité, bien que le mot n'existe pas encore, c'est-à-dire l'abstention d'intervention de l'État dans les affaires religieuses, au cœur de leur projet politique.
Ce qui est intéressant à noter dans l'expérience américaine, c'est que cette forme de laïcité s'exerce à l'égard des institutions et ne dit pas encore grand-chose à propos de la religion et encore moins de la foi. Vous connaissez certainement ce préambule de la Déclaration d'indépendance de 1776, rédigé par Thomas Jefferson, qui commence ainsi: Nous tenons ces vérités pour évitantes par elles-mêmes que tous les hommes naissent égaux, que leur Créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Le Créateur. Voilà bien effectivement un autre principe fondateur des États-Unis. À côté de la laïcité, il y a paradoxalement cette espérance en la providence et en un Dieu créateur. Mais la Constitution américaine, en son premier amendement, le premier paragraphe du fameux Bill of Rights, la Déclaration des droits, dit bien que le Congrès ne va pas légiférer en matière de religion. C'est un domaine qui sort complètement du champ d'activité du politique. Ce qui est donc intéressant aux États-Unis, je le disais il y a un moment, c'est de voir que cet État fondamentalement laïque, puisque tout subventionnement public des religions, des organisations religieuses y est interdit, est paradoxalement une société extrêmement religieuse, un paradoxe qui a été extrêmement bien décrit par le sociologue Robert Bellah dans les années 60, qui parle d'une religion civile où le patriotisme et la foi en un Dieu s'unissent pour constituer un nouveau socle de valeurs. Et je trouve que la façon dont Voltaire, à distance, décrit la société américaine dès 1772 est particulièrement pertinente et toujours vraie, quand il dit qu'en Amérique, la liberté entière de conscience est établie, et que pourvu qu'on y croit en Dieu, toute religion est bien reçue, moyennant quoi le commerce fleurit et la population augmente. C'est un diagnostic qui me semble toujours pouvoir être assez pertinent quand on regarde les États-Unis d'aujourd'hui. Les États-Unis constituent un premier exemple de démocratie moderne, avec toutes ces limitations dans lesquelles je n'entrerai pas maintenant, notamment en faveur évidemment d'une seule catégorie de citoyens, les hommes de race blanche, mais c'est un premier exemple de démocratie où il y a une forme de séparation d'Église et de l'État. Et bien évidemment, le moment charnière, le moment clé pour l'Europe se situe en 1789 avec la Révolution française et en particulier avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adoptée le 26 août 1789. C'est une déclaration qui prévoit la liberté de religion, ce qui constitue véritablement la césure fondamentale entre l'ancien régime et le nouveau régime sur le plan des libertés fondamentales et des libertés politiques. Désormais, il n'y a plus une religion officielle, chacun est libre d'en avoir une ou de ne pas l'avoir. Par ailleurs, les hommes sont égaux et la loi est l'expression de la volonté générale et non plus d'un particularisme quelconque qui serait porté par une organisation éventuellement légitimée par le fait qu'elle représente une religion, et en l'occurrence le christianisme. Petite incise pour dire que la constitution belge qui sera adoptée une trentaine d'années plus tard sera une constitution extrêmement libérale et extrêmement laïque, elle aussi. On l'oublie parfois. Si on comparait la France et la Belgique en 1830, le pays qui est laïque entre ces deux États, eh bien, c'est bien la Belgique, puisqu'il y a une liberté des cultes, et également une forme de séparation établie à l'époque dans l'article 16, qui est aujourd'hui l'article 21, une émancipation de l'Église du contrôle de l'État. En revanche, ce qu'il n'y a pas en Belgique, et c'est un paradoxe, c'est d'interdiction de subvention des cultes, bien au contraire, puisqu'un autre article constitutionnel impose à l'État de prendre en charge le paiement des traitements et des pensions des ministres des cultes. Le système belge a ce paradoxe de finalement cumuler les bénéfices de l'indépendance avec les avantages de l'union, ainsi que le déclara le pape Léon XIII à la fin du XIXe siècle. Mais revenons à la France, qui va connaître toute une série de modifications de son régime des cultes durant le XIXe siècle, jusqu'à finalement arriver en 1905 à la loi de séparation,
sur laquelle je reviendrai. Les principes de la séparation de l'Église et de l'État ont été affirmés principalement au XVIIIe siècle. Ils commencent à être mis en œuvre au XIXe. Une laïcité qui signifie à ce moment-là, et j'aime beaucoup la formulation du philosophe Kircher que j'ai reprise ici, cette laïcité qui finalement consiste en la séparation d'une part de ce qui est juste et d'autre part de ce qui est bien. Ce qui relève de la justice relève désormais de la sphère politique au service de tous, tandis que les conceptions particulières de l'existence relative à ce qui pourrait être la bonne conduite relèvent de la conscience individuelle des individus, éventuellement incarnée par des religions instituées ou non. Nous avons là déjà les fondements de principes qui vont s'imposer au XXe siècle, et notamment celui de la liberté pleine et entière de pensée, de conscience et de religion, qui est évidemment aujourd'hui incarné notamment par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Je voudrais toutefois faire une incise pour faire remarquer qu'il y a des degrés de laïcité extrêmement différents, même au sein, par exemple, des États membres du Conseil de l'Europe. J'aime bien citer la Constitution de la République de Malte, dans son article 2, qui maintient encore non seulement que la religion de Malte est la religion catholique, apostolique et romaine, il y a encore d'autres pays en Europe qui ont des églises établies, instituées, par exemple le Danemark où l'église luthérienne est l'église de l'État, mais en plus, la Constitution de Malte nous dit expressément que les autorités de l'Église ont le devoir et le droit d'enseigner quels principes sont vrais et quels principes sont faux ou sont mauvais. Donc effectivement, nous voyons bien à travers cette illustration que la laïcité, ce n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas oui ou non, c'est tout d'abord un processus qui s'est établi dans la durée sur le plan historique, et tout d'abord, et ensuite un principe par rapport auquel on peut être plus ou moins proche, tout en étant un État démocratique dès le moment où on respecte la liberté de conscience. Alors, j'en viens maintenant à cette deuxième partie de mon exposé qui vise à me concentrer davantage sur l'approfondissement de la laïcité à travers le modèle français. Un entrée en matière qui compare le premier article de la Constitution de la République française à celui du Royaume de Belgique. J'aime bien aussi faire cette comparaison-là. Je trouve qu'on a tout de suite un peu plus de souffle du côté français. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de croyance ou de religion. Elle respecte toutes les croyances et puis son organisation est décentralisée. Cet élément-là étant celui qui est mis actuellement en avant dans le premier article de la Constitution belge. La Belgique est un État fédéral qui se compose des communautés et des régions. Vous avouerez que c'est un peu plat et que je peux effectivement tout à fait comprendre ceux et celles qui revendiquent l'idée de donner un peu plus de souffle à notre texte constitutionnel via peut-être l'ajout d'un préambule sans présumer de ce qu'on pourrait y mettre. Ce qui frappe aussi dans ces premiers articles de la Constitution française, c'est l'importance qui est donnée à ce qualificatif de laïque. La France est une république indivisible, laïque, elle est laïque même avant d'être démocratique et sociale. Bien évidemment, tout cela se trouve dans la même phrase, mais il y a tout de même en France une insistance tout à fait particulière sur cette caractéristique de la laïcité et dont l'origine est à chercher dans cette histoire particulière de la France et dans son rapport aux religieux. J'ai mentionné tout à l'heure 1789, date de rupture fondatrice pour la France comme pour l'Europe, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En même temps, il y a la suppression des privilèges du clergé, de la dîme, et puis la confiscation des biens du clergé, avec la mise en place de traitements payés au clergé civil en compensation. Il va y avoir toute une série de vicissitudes, il va y avoir cette période de la terreur qui va suivre la mort du roi Louis XVI, on a une période de laïcisation
de sécularisation forcée, intense et violente. Et puis ensuite, il y a un compromis qui intervient en 1801 avec le fameux Concordat qui est noué par Napoléon. À ce moment-là, il est encore premier consul avec le pape. Et ce Concordat de 1801 va être une base fondatrice pour le régime français des cultes jusqu'à la fameuse loi de séparation de 1905. Le Concordat, c'est un retour à une forme de césaropapisme, de gallicanisme, où l'ensemble de l'Église est soumise au pouvoir civil. Excellente illustration de cet état de choses, le nouveau catéchisme qui est promu sous l'Empire, le catéchisme impérial de 1806, qui dit notamment que le fidèle doit à Napoléon Ier l'empereur, le respect, l'obéissance, la fidélité, le service militaire, très important, les impôts, non moins importants, et les prières ferventes pour le salut de son âme, c'est peut-être un tout petit peu moins important que le service militaire ou les impôts. Mais donc il y a une utilisation qui est faite sous l'empire de la religion, de l'Église, pour servir le régime. Autre illustration, j'adore cette petite vignette de la Saint-Napoléon, le patron des guerriers. On a exhumé fort opportunément un martyr des premiers siècles qui serait né comme Napoléon le 15 août. Et on admire aussi là la stratégie véritablement de l'Empire qui, contrairement à la Révolution qui à un moment donné a voulu modifier le calendrier et faire table rase du calendrier des saints et lui substituer un calendrier républicain basé sur le rythme des saisons, Napoléon, lui, s'est intelligemment, je dirais, inséré dans ce calendrier catholique qui formait encore le substrat de la culture en France. Et donc après la Révolution française, il y a un retour à une situation qui correspond partiellement à une situation d'ancien régime, parce qu'il y a tout de même une différence notable, qui est la liberté de conscience sur laquelle on ne revient pas. Le catholicisme est la religion de la majorité des Français, néanmoins, des Français peuvent avoir une autre religion. C'est un moment de fonctionnalisation de la religion qui va se maintenir cas à cas à travers le XIXe siècle jusqu'à la Commune, dont nous commémorons ces dernières semaines les 150 ans, la Commune de Paris qui abolit le budget des cultes en avril 1871, temporairement bien évidemment, mais c'est à ce moment-là aussi que commence à se répandre de façon très commune le mot même de laïcité. La volonté en France, dans les années 1870, grandit de venir mettre fin au concordat, de venir mettre fin au subventionnement des cultes. Et ce mouvement laïque qui va s'incarner sous la Troisième République dans le parti radical va finir par déboucher en 1905 sur cette fameuse loi relative à la séparation des églises et de l'État. C'est parce qu'il y a eu en France une grande proximité entre l'Église et l'État, un budget des cultes depuis le Concordat de 1801, qu'il y a cette fameuse loi de séparation de 1905. En Belgique, il n'y a pas de législation du même genre, à la fois parce que la situation de départ était différente, parce que le Concordat a été aboli dès 1830, mais aussi parce que le rapport de force politique a été différent. Nous avons eu en Belgique de fortes discussions autour de ce qu'on appelait la question philosophique, mais les partis anticléricaux, au XIXe siècle, essentiellement le Parti libéral, avant la création du POB, n'a eu que très rarement la majorité nécessaire à la conduite des affaires. Il y a une période qu'on appelle l'état laïque éphémère, entre 1879 et 1884, mais où la priorité a été donnée à la question de l'enseignement et non pas à la modification du régime des cultes. En France aussi, on a commencé sous la Troisième République par d'autres lois dites de laïcisation, notamment les lois célèbres de Jules Ferry sur la laïcisation de l'enseignement, mais aussi la fin du serment religieux dans les tribunaux, la fin du caractère public et officiel sous une série de cérémonies catholiques, jusqu'à en arriver à cette loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, qui met fin à la reconnaissance et au subventionnement des cultes. Au début, au moment où la loi est prise, c'est dans un moment de grande tension, et il faudra de nombreuses années pour que finalement l'Église catholique finisse quelque part par y trouver son compte, par mettre en place les associations diocésaines qui sont prévues par la loi, et puis chercher finalement
à trouver sa place dans ce régime de laïcité, et un certain équilibre va s'établir, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, quand certaines mesures ont été adoucies, notamment par le financement de l'enseignement privé. La portée exacte de cette loi de 1905 est redevenue un sujet de débat politique tout à fait intense ces dernières années, que ce soit dans des questions relatives au port de signes convictionnels ou même à l'attitude du chef de l'État, dont les moindres propos sont surveillés quand il est question de laïcité. On se rappellera que Macron, peu après son accession à la présidence, lors d'une rencontre avec les évêques au collège de Bernardin, avait parlé de réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État en France, qui avait suscité une levée de boucliers de la part des partisans de cette laïcité, qui paradoxalement en France finalement a atteint un statut quasi, je dirais, de sacralisation de ce principe. Alors on parle beaucoup de la France, on connaît ce modèle, donc il est plus facile de l'évoquer. Ce n'est pas tout à fait le seul. Pour ne pas laisser croire que la laïcité, je dirais, approfondie, ne se rencontre qu'en Europe. Je parlerai brièvement de l'exemple du Mexique. Le Mexique qui a eu une histoire politique extrêmement tourmentée au XIXe siècle, avec une succession de révolutions où généralement la question religieuse joue toujours un rôle, tant le pouvoir de l'Église était fort et également l'importance des propriétés agraires qui étaient aux mains des ecclésiastiques. Donc la question religieuse a joué un grand rôle dans l'histoire politique du Mexique après l'indépendance. Et puis en 1917, la constitution du Mexique, qui est toujours en vigueur actuellement, a été une constitution extrêmement laïque, extrêmement anticléricale, établissant toute une série d'interdits par rapport aux représentants des religions et en particulier des prêtres catholiques. Une constitution dont l'adoption va finalement déboucher sur une forme de guerre qui rappelle un peu d'un côté les guerres de Vendée après la Révolution française, d'un autre un peu la guerre civile en Espagne dans les années 30, ici on se passe dans les années 20, et c'est véritablement une rébellion de la part des chrétiens face au gouvernement républicain qui a imposé cette constitution véritablement très, très laïque. La guerre des Christéros, comme on l'appelle, va d'ailleurs inspirer notre Léon de Grelle national, qui ira faire un petit tour au Mexique dans l'entre-deux-guerres et qui en ramènera un volume, Mes aventures au Mexique, où il dira tout le bien qu'il pense de ces chrétiens qui sont morts, les armes à la main, non sans avoir tué un certain nombre d'indigènes impies. Fin de la parenthèse. Nous avons donc vu, ou en tout cas tenté d'apercevoir combien la laïcité à la française était un régime arrivé au bout d'une succession de conflits politiques, de changements de régime, né dans un moment de conflit particulier avec l'Église catholique. Elle a fini par apparaître comme étant un principe républicain relativement consensuel, jusqu'à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, où toute une série de débats sont repartis, sont revenus à propos de cette laïcité. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, qui est de savoir si la laïcité est nécessaire à la justice, si elle apporte un complément de justice. La laïcité, dans sa première version, donc je dirais dans la version séparation de l'Église et de l'État, qui met tous les croyants et les incroyants sur un pied d'égalité, cette laïcité-là est évidemment tout à fait indispensable à la démocratie et à l'égalité. Est-ce que la laïcité à la française, qui interdit donc à l'État de s'immiscer dans toute une série d'activités des cultes, qui lui interdit de le soutenir financièrement, est-ce que ça apporte quelque chose de plus à la justice? Je pense qu'on peut poser la question parce que cette situation de la laïcité en France, cette loi de 1905, est venue figer une situation héritée de l'histoire. Vous avez là une photo de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Je crois que beaucoup d'entre nous, à ce moment-là, ont pris conscience du fait que Notre-Dame de Paris appartenait à l'État français, qui avait la responsabilité de l'entretenir et en l'occurrence de la réparer.
c'est un patrimoine national, même mondial. En soi, il n'y a évidemment pas de scandale à ce que l'État français pourvoie à son entretien, à ses réparations. Ce qui est peut-être plus curieux, c'est de penser que finalement, le bel édifice, entretenu sur fonds publics par tous les Français, est gracieusement mis à la disposition de l'Église catholique. Et ce principe est valable pour tous les édifices du culte qui ont été en France construits entre 1905. Ils sont propres, ils sont restés propriété des collectivités publiques et sont à ce titre financés et entretenus par elles et gracieusement mis à disposition du culte. Il y a donc dans le système français de laïcité qui interdit de nouveaux subventionnements à l'égard des cultes, finalement, une rente de situation par rapport à des cultes historiquement établis. L'Église catholique en est la principale bénéficiaire. Les églises protestantes et le culte israélite ont également quelques avantages moins significatifs à cet égard. Alors, je n'ai pas voulu faire l'ensemble, le relevé de l'ensemble des mesures législatives adoptées ou considérées en France ces 20 dernières années qui visent à renforcer le caractère laïque de l'État. Je pris un exemple d'un titre du mois dernier à propos de la discussion du fameux projet de loi contre le séparatisme en France, avec une version amendée adoptée par le Sénat, qui ne sera pas la version définitive de la loi parce qu'il n'y aura pas de majorité politique pour la prendre, mais qui comprend en l'état toute une série de mesures tout de même assez étonnantes, prévoyant notamment d'interdire le port de signes convictionnels aux accompagnateurs de sorties scolaires. Vous vous souviendrez sans doute que semblable controverse avait également agité la Belgique à propos de règlements de la ville de Bruxelles. Et donc, ce qui me paraît intéressant à retenir, c'est que de plus en plus en France, récemment, on a étendu la portée du principe de laïcité qui vient maintenant déborder euh, le cercle de l'État proprement dit, des fonctionnaires, des officiels, des institutions publiques, pour finalement déborder sur les citoyens et sur l'espace public de façon plus générale, puisque des prescriptions viennent s'appliquer aux citoyens dans leurs activités. Alors, c'est évidemment l'interdiction du port de signes convictionnels dans les écoles, très bien, mais également, on se souviendra des affaires relatives aux burkinis, qui ont quand même un rapport, me semble-t-il, assez ténu avec la laïcité, ou des restrictions de port de foulard qui frappent des femmes qui se rendent dans un certain nombre d'enceintes publiques. Donc la question que je pense, l'exemple français nous conduit à poser, eh bien celle-ci, est-ce que la laïcité ne finit-elle pas par risquer de porter atteinte à la liberté de religion lorsqu'elle déborde ainsi de la sphère étatique pour s'appliquer dans l'espace public? Ensuite, toutes les convictions sont-elles traitées de façon équitable dans l'espace public? J'y viens dans un instant. Et puis, finalement, cette laïcité n'est-elle pas là, ne comporte-t-elle pas un risque de favoriser les religions historiquement établies? C'est ce que j'illustrais il y a un moment avec la question du patrimoine religieux. En ce qui concerne l'espace public et la question de l'égalité de traitement, qui me semble tout à fait fondamentale, je voudrais l'illustrer par cette juxtaposition de deux illustrations. Bon, à droite, vous aurez reconnu la crèche qui est installée chaque année sur la grande place de Bruxelles, qui est donc clairement une manifestation à caractère religieux dans l'espace public. On dira évidemment que la fête de Noël est devenue un événement au moins aussi culturel qu'il n'est cultuel, et je n'en disconviens pas, il n'en reste pas moins que son fondement est proprement religieux, et qu'il y a d'autres communautés culturelles, qu'elles soient juives ou musulmanes, qui célèbrent leurs propres fêtes, sans forcément y mettre un investissement extrêmement religieux ou convictionnel. Ça peut être également quelque chose qui ressort du domaine de la culture, mais donc nous avons ici, en tout cas, je dirais, un privilège qui est consenti à la communauté culturelle ou cultuelle majoritaire. Et à côté, vous voyez quelque chose qui peut peut-être choquer davantage. Ce sont les armoiries du département de la Vendée, le fameux cœur de Vendée. Alors, vous savez évidemment que la Vendée a été le fer de lance de la résistance au principe de la Révolution française. Et chose plus étonnante, le département, au terme d'un concours il y a quelques années, a décidé de réadopter ce cœur de Vendée qui était le blason de ralliement des Chouans à l'époque contre-révolutionnaire, ce cœur de Vendée surmonté d'une croix qui est indubitablement une croix chrétienne, comme donc armoirie officielle d'un département dans la France laïque et républicaine. Le contraste me semble évident entre ce que
on peut se permettre, même en tant que collectivité publique, quand il s'agit de mettre en avant un élément qui se rapporte à la culture religieuse majoritaire et historique, par rapport à ce que peuvent se permettre certains citoyens quand, dans leur vie dans l'espace public, ils eux-mêmes s'identifient comme appartenant à une culture, une religion minoritaire. Alors, je ne veux évidemment pas sous-entendre que cette inégalité de traitement en faveur d'une culture majoritaire ou d'une culture historique soit l'apanage d'un système de laïcité comme la France. Tous les systèmes de régime avec les cultes sont plus ou moins inégalitaires dans la mesure où, si l'abstention à la française constitue un avantage pour les cultes historiquement établis, le système de reconnaissance à la belge, qui distingue un certain nombre de cultes, actuellement 6, plus la laïcité organisée qui bénéficie d'un financement public, c'est aussi un système qui va différencier ceux qui sont, entre guillemets, élus, qui sont accessibles au financement public et ceux qui ne le sont pas. La photo ici date un peu, Corona évidemment oblige, on n'a pas de photos de réunion des représentants des organisations philosophiques confessionnelles et non confessionnelles reconnues. Ici, c'était quelque chose qui a été, je crois, organisé dans peu de temps après l'attentat de Bruxelles. Il s'agissait de réunir les représentants des cultes reconnus, de la laïcité organisée, dans une dénonciation commune de la violence motivée par la religion. Mais là aussi, il y a donc, bon, par parenthèse, on peut remarquer que nous avons là un aéropage sympathique et distingué d'hommes blancs d'un certain âge. Si la photo était prise aujourd'hui, ce ne serait plus le cas, puisque le Centre d'action laïque est présidé par une femme actuellement, Véronique de Keyser, mais généralement, ce sont plutôt des hommes qui se distinguent comme représentants des cultes. Mais donc, nous avons là un cercle de personnes qui sont considérées comme représentatives parce que les organisations philosophiques ou les cultes qu'elles représentent ont été reconnus par le législateur. Donc, il y a là aussi une différence, une discrimination qui s'exerce à l'égard de ceux qui ne sont pas reconnus, comme par exemple les hindouistes ou les syriaques orthodoxes, des fidèles dont les convictions ne sont pas reconnues par les pouvoirs publics. Donc finalement, en conclusion, est-ce que effectivement la laïcité apporte plus de justice? Je dirais qu'en elle-même, ce n'est pas une garantie suffisante, ni un principe qui suffit à conduire vers plus de justice. Indubitablement, une forme de séparation de l'Église et de l'État, d'autonomie de la prise de décision politique et de respect de la liberté religieuse est indispensable en démocratie, mais je n'ai personnellement pas pensé que l'approfondissement du principe de laïcité conduise automatiquement à plus de justice. Je vais voir si je peux rétablir mon collègue John en plein écran. Cliquez pour quitter. Si quelque chose ne va pas, voilà, me le signaler. Je pense que nous sommes revenus à, voilà, à une vision qui permettra à John de nous apparaître dans toute sa grandeur. Non, dans toute la largeur de mon visage, Caroline, parce que contrairement à toi, je ne peux pas montrer une vraie bibliothèque, une vraie bibliothèque de quelqu'un qui pense juste derrière moi. J'ai juste un lit mal fait ou mal défait que je dois cacher. Rien. Je voulais vous remercier tous pour votre présence, tout d'abord. Vous tous et toutes dans le public virtuel, qui sans doute tous et toutes depuis un an accumulé les réunions virtuelles, les colloques virtuels, les occasions virtuelles de se rencontrer. En voilà une de plus. J'espère qu'elle ne sera pas trop fastidieuse. Remercier le Collège Belgique, bien entendu, pour l'organisation de ce très beau cycle sur la laïcité. Remercier Jean Leclerc, que je connais un peu comme phénoménologue de choc à l'université catholique de Louvain, mais qui, je crois, joue un rôle d'animation pédagogique, un rôle d'animation éditoriale, un rôle d'animation académique considérable, je crois, dans la vie philosophique et intellectuelle de notre communauté. C'est donc un privilège de répondre à une invitation de sa part. Et puis, bien sûr, Caroline, que je connais un peu, avec qui on a travaillé
et dont l'exposé m'embarrasse, bien évidemment, parce que je suis beaucoup moins expert que Caroline pour ce qui concerne l'histoire des cultes et l'histoire de la laïcité. Comme philosophe, je serais sans doute plus abstrait, mais sans forcément être plus intelligent ou conceptuel. Donc, vous avez droit à une triple peine, les amis, pour ce qui concerne les 30 minutes à venir. Mais je suis reconnaissant à Caroline d'avoir débroussaillé déjà de manière vraiment ample notre réflexion à tous aujourd'hui. Je crois que Caroline a montré toute l'historicité du combat pour la laïcité en seulement 30 minutes. Historicité au sens classique du terme, c'est-à-dire la dimension historique, progressive, incrémentale du combat pour la laïcité, et puis l'historicité au sens, je dirais, tourénien du terme, c'est-à-dire que la laïcité participe au sens global, maintenant depuis plusieurs siècles, au sens global, qu'une société se donne à son existence et à son développement. La laïcité, ce n'est pas seulement un mot que des chercheurs donnent à un phénomène, c'est un mot que des acteurs ont donné à leur action et au sens que leur action politique et sociale a. Et ce combat, il est profondément ancré dans l'histoire de la modernité. On peut reprendre les mots de Marcel Gauchet, les mots nets de Marcel Gauchet. La laïcité, c'est quoi? C'est l'histoire de la sortie de la religion. Alors, ce sont des mots nets. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Marcel Gauchet? La sortie de la religion, ça ne veut pas dire que les cultes disparaissent, ça ne veut pas dire que les gens cessent de croire, mais ça veut dire que les modèles de connaissance, les modèles de maîtrise politique et les modèles de comportement ne sont plus dominés ou pas dominés par la sphère du sacré. Et à ce titre, il n'y a pas de contraste ou de contradiction à constater que dans nos sociétés, le religieux est bien entendu partout, pas moins qu'avant sans doute, mais que nos sociétés sont sans doute, malgré tout, infiniment plus laïques qu'elles ne l'étaient il y a seulement 30 ans. Et dans ce cas, la laïcité, c'est un marqueur philosophique, le marqueur de la sortie d'une société fondée sur ce qu'on appelle des justifications hétéronomes du pouvoir, c'est-à-dire des justifications extérieures à celles que les sociétés assument se donner à elles-mêmes. Et c'est aussi un élément, un jalon parmi d'autres, mais nous allons revenir dessus, de la sortie de sociétés, c'est ce qu'on appelait l'ancien régime de sociétés, fondamentalement, pas accidentellement, pas incidemment, mais fondamentalement fondées sur des statuts inégaux. Des statuts inégaux entre croyants et non-croyants, entre culte inférieur et culte supérieur, entre ouin et non-ouin, ou ouinte, ou plutôt ouin et non-ouinte. Et donc, la laïcité est une production sociale et philosophique de la modernité. Elle est conçue comme un levier contre la domination politique. Il est donc difficile, a priori, d'envisager que la laïcité puisse mener à autre chose que plus de justice, en tout cas conceptuellement. Et Caroline le montre à sa manière humour sec et un peu british, enfin suisso-british. C'est pourtant le cas. Ça peut pourtant être le cas. Alors, je crois qu'il y a deux écueils d'emblée dont il faut se prémunir. Le premier écueil, c'est ne pas prendre la pleine mesure de cette dimension historique, de cette historicité du combat pour la laïcité. Et soit de considérer que la laïcité est une sorte de principe moral universel, alors qu'en fait, la laïcité, c'est un principe qui est très pratiquement, et Caroline le montre bien, institué par des clivages, et un principe qui contribue en retour à instituer ces clivages politiques. Donc des oppositions structurelles entre des forces sociales. Et à l'inverse, considérer que la sédimentation historique de la laïcité suffit à la justifier. Genre, on a toujours fait comme ça, notre communauté est laïque, nos institutions sont laïques, nos lois sont laïques, et donc l'existence ou la persistance d'un principe, comme si l'existence ou la persistance d'un principe suffisait à le justifier. C'est quoi, au fond, la dimension historique ou historicisée d'un concept? Ça veut dire que ce concept est toujours un peu plus qu'un simple fait social, il est justifié, c'est-à-dire que ceux qui le mettent à l'agenda politique, ceux qui le défendent dans l'agenda politique, y associent des idéaux, des imaginaires sociaux, des justifications normatives, et il est un peu moins qu'un principe moral universel parce qu'il est toujours situé dans une époque. Donc, premier écueil, il s'agit de bien de mettre, je crois, au bon endroit sur le curseur, justement, cette dimension historicisée du concept.
Deuxième écueil, c'est ne pas prendre la juste mesure de ce que le principe peut apporter à la réflexion. Ici, et je crois que nos exposés à Caroline et moi le montrent, le principe de laïcité, le problème dans le débat public, c'est que c'est à la fois un outil politique et un concept philosophique. Et je crois qu'il faut à la fois comprendre que c'est les deux et respecter l'autonomie des deux registres. C'est-à-dire, je crois que dans la réflexion qu'on a sur la laïcité, il ne faut d'une part pas laisser les slogans politiques occulter l'intérêt philosophique de la laïcité, et à l'inverse, il ne faut pas que la portée philosophique du concept nous fasse oublier que la laïcité s'insère très pratiquement dans des relations de pouvoir, et que ces relations de pouvoir sont d'ailleurs réversibles et modulables, que les dominés d'hier ne sont pas forcément les dominants d'aujourd'hui, et vice-versa. Et que donc les cibles, les catégories de personnes à protéger, les catégories de personnes qui utilisent des structures de pouvoir ou qui bénéficient de structures de pouvoir donc à leur bénéfice ne sont pas forcément les mêmes de société en société, d'époque en époque. Et donc au croisement de ces deux considérations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe de laïcité, ce n'est ni seulement un slogan politique, ni un concept philosophique éthéré, c'est l'expression historique d'un problème de justice. C'est l'expression historique d'un problème de justice. Cette expression historique peut bien sûr être dépassée, comme toutes les expressions historiques, mais les questions qu'elle pose sont bien des questions de justice. C'est quoi ces justices? C'est quoi ces questions? Que nous devons-nous les uns les autres? Que pouvons-nous nous autoriser les uns les autres? Comment distribuer ses droits et ses devoirs? Comment distribuer les ressources produites, échangées, supprimées éventuellement, par la distribution de ses droits et de ses devoirs? Et enfin, c'est le sens usuel de ce qu'on appelle la justice, comment tranchons-nous ces conflits? Alors c'est ce qu'on va essayer d'un peu discuter aujourd'hui. Alors mon exposé, ça ne va pas être un essai, ça ne va pas être une démonstration non plus, c'est plutôt une invitation à réfléchir ensemble. Alors le principe de laïcité, il rencontre un grand nombre de critiques externes, souvent féroces, qui en critiquent les fondements mêmes. Ce qu'on appelle les théories dites communautariennes, les théories dites communautariennes de la justice ont tendance à récuser les prétentions universalistes du principe de laïcité, disant qu'au fond, le principe de laïcité se présente comme un principe objectivement juste et universellement juste, alors qu'il n'est que le produit d'une époque, d'une communauté, d'une manière de voir les rapports entre individus, société et État. Et puis, il y a un autre sillon, je dirais, de critiques externes au principe de laïcité, qui récuse plutôt sa dimension idéologique. Et je pense bien sûr aux critiques marxistes ou post-marxistes, aux critiques dites subalternes de la laïcité. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, la laïcité masque, naturalise, légitime des relations de domination existantes. Alors, les traits de ces critiques sont souvent grossièrement caricaturés, et ce sont souvent ces caricatures qui animent le débat public. Alors, on parle dans le débat public de conception irréconciliable de la laïcité, ou de gauche irréconciliable, ou d'opposition entre universalistes ou indigénistes, etc. Mais ces critiques médiatiques pointent, masquent, je crois, le réel intérêt de ces critiques externes qui pointent, pour l'essentiel, l'aspect idéologique et autoréférentiel du principe de laïcité. Ici, je vais faire le choix de laisser de côté ces critiques externes. Je vais laisser de côté ces critiques externes et discuter deux courants qui sont plutôt classiquement associés à la défense du principe de laïcité. Je dis bien à la défense du principe de laïcité. D'une part, ce qu'on appelle le républicanisme politique, et d'autre part, ce qu'on appelle le libéralisme politique. Alors, le libéralisme et le républicanisme, ils font face à une même question centrale. C'est celle du pluralisme social. Pour les républicains, comme les libéraux, se pose une question, et cette question c'est voilà, nous vivons dans des communautés politiques où les membres de cette communauté sont tenus pour libres et égaux. Ils pensent et ils agissent donc de manière différente. Et donc, comment faire? Comment faire pour faire tenir ensemble la communauté? Comment faire en sorte pour que tout le monde puisse y trouver sa place? Et donc, le républicanisme et le libéralisme tournent tous les deux le dos à l'idée que la communauté politique a un fondement naturel ou théologique. Ils récusent aussi l'idée que la politique sert seulement à canaliser la violence des uns sur les autres. Ils s'essayent de reconstruire les conditions de légitimité et de justice d'une communauté politique, mais ils vont le faire de manière différente. Et le principe de laïcité va à chaque fois, pour les théories républicaines comme pour le libéralisme politique, jouer un rôle particulier. Alors pour ce qui concerne le républicanisme, tout d'abord, c'est un courant très ancien, très très ancien,
qui va de Machiavel à Philippe Petit aujourd'hui, en passant notamment par le travail de Jürgen Habermas. C'est une très très ample tradition politique. Je ne vais pas en faire la généalogie, mais elle se caractérise analytiquement par quatre caractéristiques. Primo, l'activité politique ne doit pas seulement permettre la poursuite des intérêts de chacun, mais le progrès vers l'intérêt commun. La politique, ce n'est pas seulement l'agrégation d'intérêts, c'est la recherche d'un intérêt collectif, d'un bien commun. Deuxièmement, la poursuite de l'intérêt commun requiert et promeut à la fois la participation de tous à l'activité politique. Le républicanisme, c'est d'abord une théorie de la participation politique, et donc ultérieurement de la démocratie. Troisièmement, la participation de tous à l'activité politique demande que les membres de la communauté politique disposent non seulement d'un statut égal, mais aussi de ressources nécessaires pour s'engager activement dans l'espace public. Et donc, le républicanisme moderne est indissociablement lié historiquement aux luttes contre les inégalités matérielles. Il y a un rapport historique fort entre l'émergence intellectuelle du républicanisme et l'émergence à la fois intellectuelle et sociale des socialismes au sens large. Et quatrièmement, la poursuite de l'intérêt commun ne repose pas seulement sur le respect des règles collectives ou sur la participation active de la population, elle repose aussi sur une certaine idée de la vertu civique, c'est-à-dire un certain nombre de pratiques, de modes de faire qui assurent que, pour faire court, les gens se reconnaissent les uns les autres comme des citoyens. Alors, quatre caractéristiques: recherche de l'intérêt commun, participation de tous à l'activité politique, réflexion sur les ressources nécessaires à la participation de tous et discours sur la vertu civique. Alors, le républicanisme, c'est une théorie donc normative de la légitimité. À quel titre exerce-t-on le pouvoir politique, mais qui repose elle-même sur une théorie descriptive de la domination. On constate qu'il y a de la domination politique, on essaye de construire une théorie de la légitimité politique dessus. Et dans une perspective républicaine, la laïcité, c'est une question de légitimité parce que c'est une question de limitation de la domination. Et dans cette perspective, donc, la laïcité désigne d'une part ce qui fait que l'autorité publique est tenue à l'abstention au sujet des croyances et incroyances des citoyens, et d'autre part, c'est la liberté d'expression individuelle et collective qui est censée s'exercer, y compris et surtout en public. Alors, en quoi est-ce que la laïcité sert-elle l'idéal républicain ? Eh bien, d'une part, la conception du bien défendu par l'État doit se déployer dans la sphère publique à travers l'idéal républicain du citoyen actif et vertueux. Et dans ce cas, le bien commun n'est pas seulement l'agrégation des intérêts de tous, mais la poursuite de l'intérêt général. Et donc, comprenez, n'est pas seulement l'agrégation des croyances de tous, des intérêts des cultes différenciés, des factions, des cultures, etc. C'est la poursuite de l'intérêt général, si possible universalisé, en tout cas universalisable. Et c'est aussi la promotion de la participation, et donc la laïcité doit servir de garde-fou à ce que personne ne soit empêché de participer. Empêché par l'État d'une part, qui favoriserait certains types d'opinions ou modes de participation plutôt que d'autres, et empêché éventuellement par certaines communautés ou sous-communautés. D'autre part, les multiples conceptions du bien des individus doivent librement s'exprimer dans la sphère privée. L'individu n'est pas seulement un citoyen, mais aussi une personne privée pour les républicains. C'est très important. L'individu n'est pas seulement un citoyen, mais c'est une personne privée. Le citoyen exprime aussi des opinions privées, proprement privées dans l'espace public. Dans ce cadre, le citoyen ne peut pleinement exercer ses droits politiques que s'il lui est donné la possibilité de former ses choix, mais de manière autonome. Et dans cette perspective, la sphère privée ne désigne pas seulement la vie intime ou psychologique de l'individu, mais l'ensemble des relations et des actes sociaux qui se tiennent en dehors de l'espace public. Alors bien sûr, les frontières entre sphère privée et espace public font l'objet de compromis, de négociations et de réévaluations constantes, et Caroline en a un peu parlé. Les croyances religieuses ou l'organisation de la cellule familiale entretiennent bien sûr des rapports d'institution étroits avec la sphère politique, mais il n'en demeure pas moins que pour un républicain, une citoyenneté égalitaire requiert la préservation de la sphère privée de l'individu. La citoyenneté d'un individu n'est pas conditionnée à ses valeurs morales, ni même au rôle que ces valeurs jouent dans la formation de ses opinions politiques. Donc, paradoxalement, alors que le républicanisme est une théorie de l'espace public, cette théorie de l'espace public repose aussi sur la reconnaissance de la sphère privée de l'individu. Dans ce cadre, la laïcité doit être donc un véhicule pour l'égalité. Pourquoi ? Parce qu'elle est ancrée dans le combat pour l'autonomie de l'individu vis-à-vis des corps sociaux. Il s'agit ici de parler de la liberté d'agir de l'individu,
du citoyen, la liberté d'agir du citoyen, la liberté de choisir du citoyen et la liberté aussi de changer de communauté du citoyen. Et je renvoie bien entendu au travail qu'un auteur comme Wim Kymlicka, qui est par ailleurs plutôt un libéral, mais je crois que son propos sert aussi l'argument républicain, que Will Kymlicka produit a construit sur le phénomène du multiculturalisme. Donc, la laïcité, elle est ancrée dans le combat pour l'autonomie de l'individu, elle est ancrée dans le combat pour l'autonomie de l'État vis-à-vis des corps sociaux, c'est-à-dire la capacité de défendre une certaine idée de l'intérêt général, et elle est ancrée dans l'autonomie des corps sociaux aussi vis-à-vis de l'État, car l'intérêt général ne se réduit pas au fait majoritaire, et donc l'organisation étatique des cultes défendrait une conception particulière et donc indue et peut-être problématique de l'intérêt général et donc de l'idéal républicain. En fait, c'est contradictoire avec l'idéal républicain. Alors toutefois, voici. Une fois qu'on comprend cette justification républicaine, on comprend que la laïcité est un véhicule pour l'égalité républicaine, qui contribue à l'égalité républicaine, seulement si, on renonce à une interprétation particulariste de la laïcité, c'est-à-dire une conception de la laïcité qui a sa place légitime, mais qui aurait davantage pour objectif de lutter contre l'obscurantisme que de lutter contre l'injustice. Et cette conception particulière de la laïcité, c'est en grande partie la conception institutionnalisée de la laïcité telle qu'on la connaît en Belgique, qui ne veut pas dire que cette conception institutionnalisée est contraire à l'idéal d'égalité, mais ça veut dire qu'elle ne contribue pas intrinsèquement à cet idéal d'égalité, contre des conceptions communautariennes ou culturalistes de la laïcité, où la laïcité serait juste une sorte d'élément du récit national ou de l'identité du pays, et je crois que Caroline a dit tout ce qu'il fallait dire sur le sujet, et contre une conception sélective du républicanisme, qui estimerait que certains cultes ou certaines pratiques sont plus ou moins légitimes, soit de manière explicite, soit de manière implicite. Par exemple, en sélectionnant des critères apparemment neutres pour désigner des pratiques, des affiliations ou des convictions cultuelles particulières. Donc la laïcité peut contribuer à la participation de tous et de toutes et peut contribuer à lutter contre la domination, mais ce n'est pas forcément le cas. Et la définition, la portée et le statut donné à la laïcité peuvent amener à des divergences à cet égard. Compte tenu du fait que le républicanisme est d'abord une pensée de la légitimité, on voit que la légitimité, donc le titre au nom duquel on exerce le pouvoir, est bien sûr intrinsèquement lié au degré de justice politique d'une société, parce qu'un régime légitime nécessite des droits égaux, nécessite la jouissance égale de ces droits, nécessite une organisation égalitaire de la domination politique. Mais on voit aussi que donc les justifications républicaines de la laïcité ne suffisent pas, elles peuvent y contribuer, mais ne suffisent pas à en déterminer le caractère juste ou non. Tout simplement parce que le républicanisme n'est pas d'abord une théorie de la justice, mais une théorie de la légitimité. Le républicanisme s'appuie sur un certain nombre de justices politiques pour construire sa théorie de la légitimité, mais le républicanisme ne se pose pas d'abord la question de la justice. Et c'est là que j'en arrive au deuxième sillon, c'est le libéralisme. Le libéralisme politique, lui, est une théorie de la justice, intrinsèquement. C'est d'ailleurs marrant, souvent dans le débat politique, et je prêche contre ma chapelle, voilà, c'est vrai, je suis membre, je suis élu sur une liste écolo, donc un parti traditionnellement associé à la gauche, au centre-gauche, et souvent dans le débat public, j'entends des gens situés au centre-gauche ou à gauche disent, mais le libéralisme politique et la justice, ce sont des notions incompatibles. Mais non seulement ce ne sont pas des notions incompatibles, mais le libéralisme politique, c'est une pensée de la justice, avec laquelle on peut diverger. On peut ne pas être d'accord avec cette conception de la justice, mais c'est d'abord une conception de la justice. Le libéralisme, c'est une philosophie du pluralisme et de la pluralité, car elle est aussi une pensée de la singularité morale, c'est-à-dire celle de l'individu. Et d'un point de vue politique, le libéralisme, c'est donc l'art politique de la distinction. Le libéralisme, c'est quoi? C'est une pensée de la liberté individuelle, la liberté comme indépendance vis-à-vis des interférences extérieures, et la liberté comme autonomie, c'est-à-dire la capacité de se former ses propres choix. C'est une pensée du pluralisme social, c'est-à-dire, c'est quoi le pluralisme social? Ce serait donc une société qui assume le fait que la société et l'individu sont des choses différentes, d'une part, et que la justice et la morale sont des choses différentes, d'autre part. En d'autres termes, que les valeurs morales particulières que nous avons chacun ne suffisent pas à déterminer
ce que peut être une société juste. Et puis, c'est une pensée de l'État, une pensée de la neutralité de l'État, étant une pensée de la neutralité de l'État, une pensée de l'État de droit, et étant une pensée de la neutralité de l'État et une pensée de l'État de droit, une pensée visant à justifier l'État, mais à partir de ses fonctions instrumentales. C'est-à-dire que l'État n'a pas une fonction morale, une fonction politique intrinsèque. L'État se justifie à partir de sa capacité à remplir un certain nombre de fonctions, parmi lesquelles sa capacité à assurer la neutralité de l'action publique, et j'y reviendrai, l'impartialité, le traitement impartial des citoyens. Dans ce cadre, cette conception de la justice, elle repose sur deux principes extrêmement importants, le principe de neutralité et le principe d'impartialité. Que ce soit dans les justifications pratiques du libéralisme, en parlant par exemple d'état de droit ou de principe de non-discrimination, ou les justifications hypothétiques libérales de la justice, pensons par exemple au principe de publicité selon Kant, ou à la position originelle et au voile d'ignorance selon Rawls. Une société, ou plutôt la gestion politique d'une société, se doit d'être neutre et impartiale. Ce n'est pas la même chose. La neutralité consiste à ne pas prendre position de la part de l'État sur des conceptions morales particulières. Ce principe de neutralité sert lui-même un principe d'impartialité, consistant à dire qu'aucun citoyen ne doit être traité indûment par rapport à un autre, et que la meilleure manière pour qu'il n'y ait pas de traitement indu, c'est que les prétentions au pouvoir des différents citoyens soient traitées sur un pied d'égalité. Ce faisant, la laïcité prolonge à la fois les aspects principaux du libéralisme politique et ce principe de neutralité et d'impartialité. Pourquoi ? Parce que la laïcité est censée garantir les libertés individuelles, les libertés de l'individu contre la société à l'État. Elle doit permettre de distinguer ce qui relève la sphère de l'État et la sphère de l'individu, et elle doit permettre de distinguer ce qui relève la sphère privée de l'individu et ce qui relève la sphère sociale au sens plus large. Donc, elle opère un certain nombre de garanties à cet égard. Elle garantit de manière plus générale le pluralisme de la société, puisqu'elle permet de récuser certaines formes de paternalisme moral, de récuser certaines formes de conservatisme social, et elle contribue à garantir la neutralité et l'impartialité de l'action de l'État. Donc, je reviens pas lentement, mais je reviens lentement. La laïcité, elle sert à quoi ? Elle sert à assurer une distinction réciproque entre individu, société et État. Elle doit servir à protéger l'individu et protéger les individus contre le paternalisme moral, contre le conservatisme social, contre une action non impartiale de l'État. Elle prolonge en ce sens, je dis bien elle prolonge, un principe de neutralité qui lui-même prolonge un principe d'impartialité. Souvent, dans le débat public, on dit le principe de laïcité, il se traduit par un principe de neutralité. C'est en fait l'inverse. Il est prolongé par un principe de neutralité. On dit souvent le principe de laïcité est prolongé par un principe de neutralité. C'est en réalité l'inverse. Le principe de laïcité prolonge un principe de neutralité qui lui-même prolonge un principe d'impartialité. Dans ce cadre, quelques ordres de critique. Premièrement, mais c'est d'un point de vue libéral, je dis bien, libéral. Dans quelle mesure la laïcité assure-t-elle effectivement un traitement impartial des citoyens ? Alors, c'est une critique classique que le libéralisme s'adresse à lui-même. Le libéralisme ne désigne-t-il pas lui-même seulement un rapport particulier à la morale, une conception particulière de l'individu et de la société, un rapport particulier aux différentes conceptions des rapports entre individus et de société, etc. Si le libéralisme désigne lui-même seulement un rapport particulier à la morale ou un rapport particulier de la justice, c'est vrai a priori également du principe de laïcité qui ne représenterait lui aussi qu'un rapport particulier du rapport que nous pouvons avoir à la morale ou à la justice. Et dans ce cadre, il reste à montrer que la laïcité promeut, plus qu'un autre principe, un traitement intrinsèquement impartial des citoyens. Deuxième ordre de critique, dans quelle mesure la laïcité suffit-elle à définir la justice ?
Alors, le principe de neutralité et d'impartialité doivent contribuer à assurer le respect d'une série de prérogatives fondamentales. D'une part, ça signifie que la laïcité n'a pas pour objectif d'assurer le bien-être de tous. Et d'autre part, ça veut dire que le respect du pluralisme social représente justement, mais seulement une de ces prérogatives fondamentales. Si on associe le respect du principe de neutralité au respect des libertés fondamentales, il convient de constater que le respect des libertés fondamentales ne suffit pas à définir une société juste. Souvent, d'ailleurs, dans le débat public, on dit « il nous faut une société juste, pour cela, il nous faut davantage réfléchir à nos droits fondamentaux ». C'est vrai, parce que la réflexion sur les droits fondamentaux est une condition nécessaire, je le pense, à notre réflexion sur la justice, mais la réflexion sur les droits fondamentaux ne suffit pas à épuiser la réflexion sur la justice. Et donc, si notre réflexion sur la laïcité nous conduisait à dire que la laïcité est la clé de voûte nécessaire et suffisante pour la réflexion sur la justice, cela pose problème. Cela pose problème parce que, d'une part, les droits fondamentaux ne garantissent ni le bonheur de personne, ils sont seulement censés garantir que chacun dispose de droits civils et politiques basiques, fondamentaux. Deuxièmement, la reconnaissance même de droits fondamentaux doivent protéger l'existence de marges, ne fût-ce que dans une certaine mesure. Ils doivent permettre aux individus de poser des choix de vie qui les mettent en marge de la société sans pour autant que ces choix les privent des conditions nécessaires à une existence digne. Les droits fondamentaux n'ont pas pour objectif de créer une société juste, ils ont seulement pour objectif de créer les conditions nécessaires à une société juste. Réduire la justice à la poursuite des droits fondamentaux et donc aux vecteurs et aux opérateurs de ces droits fondamentaux, parmi lesquels le principe de laïcité, pose une difficulté à cet égard. D'autant plus que dans un certain nombre de cas, la défense de droits fondamentaux peut paradoxalement aboutir à renforcer des inégalités existantes. Alors, je m'arrêterai là parce qu'après, j'aurai encore plusieurs considérations, mais je pense qu'on aura l'occasion de les aborder dans la discussion. Un droit, et donc les vecteurs de ce droit, comme par exemple le principe d'impartialité, lui-même couvert par le principe de neutralité, lui-même parfois couvert par le principe de laïcité, accorde à son titulaire un certain nombre de prérogatives. Empêcher par exemple d'autres individus d'entraver son exercice, contraindre les autorités publiques à veiller à son respect, ou encore avoir accès à certaines ressources. En d'autres termes, ça veut dire qu'un droit n'est pas une prérogative abstraite. C'est un bien, c'est une ressource matérielle qui permet d'accéder à des opportunités de vie, à des positions sociales, à du confort matériel. Dans ce cadre, que se passe-t-il si ce droit est accordé à certains et non à d'autres? Là, on serait dans le cas d'une discrimination directe, bien entendu. Ce ne serait pas acceptable. Mais que se passe-t-il s'il est accordé dans une plus large mesure à certains et dans une moindre mesure à d'autres, ou si certains disposent de plus de pouvoir que d'autres pour l'exercer? Ce qu'on appelle en théorie politique un bien positionnel, et je vole ici l'argument à mon collègue Thomas Ferretti, c'est un bien dont la possession offre à son détenteur des avantages vis-à-vis de ceux qui ne le détiennent pas et qui lui permet d'exercer une domination à leur égard. C'est par exemple le cas de quelqu'un qui est propriétaire de ressources naturelles dont ses prochains doivent faire usage pour survivre. J'ai une rivière sur mon champ, vous n'avez pas de rivière sur votre champ, je détiens donc un bien positionnel parce que même si nos champs sont d'égale amplitude, vous avez besoin d'eau pour vivre et pour cultiver votre champ. Mais puisqu'un droit est aussi un bien, il peut donc être aussi un bien positionnel. Et c'est aussi le cas lorsque l'octroi de certains droits leur permet d'exercer une domination sur ceux qui n'en disposent pas, ou, dans une moindre mesure, lorsque certains disposent de moyens dont d'autres sont dépourvus afin d'exercer ces droits formellement reconnus à tous. Dans ce cadre, revenons au principe de laïcité. Quid si certaines catégories de personnes sont plus particulièrement visées par les contraintes liées à la laïcité? Quid si certaines personnes ont moins que d'autres la possibilité de s'en prévaloir, parce qu'ils ont moins de ressources financières, moins de ressources sociales, moins de capitaux au sens large pour s'en prévaloir? On ne serait pas seulement dans une situation de justice incomplète, genre on pourrait mieux faire, mais au moins nous disposons de ces droits fondamentaux. Non, on serait dans une situation d'injustice plus grande, car l'accroissement des capacités des plus dotés contribue à la baisse des capacités des moins dotés. On est donc dans une situation où la détermination ou l'application de certains droits fondamentaux contribue paradoxalement à réduire le niveau global de justice au sein d'une société. C'est une idée un peu paradoxale,
je sais, mais je nous invite à y réfléchir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on réfléchit à une dimension essentielle du principe de laïcité, qui est la protection contre les discriminations, particulièrement les discriminations religieuses, les discriminations en matière d'expression d'opinion, de conviction, etc. Ça veut dire qu'un droit fondamental perd une grande part de sa valeur s'il permet dans une situation donnée, à certains de s'en prévaloir et d'autres non. Pour qu'un comportement soit jugé discriminatoire, il faut que puisse être identifiée la base de cette discrimination. On parlera par exemple de discrimination religieuse ou discrimination culturelle. Et par ailleurs, il faut identifier un acte pouvant être jugé discriminatoire. Par exemple, le refus arbitraire de laisser entrer quelqu'un dans une boîte de nuit, ou d'accéder à un logement, ou d'accéder à certaines responsabilités sociales, ou la possibilité de se faire excommunier de toute activité sociale. Dans ce cadre, et là je vole l'argument à la philosophe Iris Marianne Jung, ce n'est pas toujours la discrimination qui suscite l'exclusion. Il faut comprendre que l'exclusion sociale, l'oppression sociale se caractérise par le fait que nulle discrimination n'est nécessaire à sa survenance. Qu'il y a un grand nombre d'injustices qui nécessitent aucune discrimination particulière et que les dispositifs politiques ou philosophiques de lutte contre la discrimination sur lesquels ces dispositifs n'ont non seulement aucune prise, mais qu'ils contribuent paradoxalement à légitimer. D'une part, une discrimination ne peut être considérée comme telle que si le critère permettant de l'identifier est considéré comme légitime. Par exemple, pourquoi pénaliser la discrimination raciale dans une société où l'esclavage est la norme? Pourquoi parler de discrimination sociale si on estime que les pauvres sont au moins en partie responsables de leur situation? Pourquoi parler de laïcité si on parle de séparation entre l'Église et l'État, plutôt qu'entre les cultes et l'État? Pourquoi parler de discrimination sociale ou raciale si, par exemple, la laïcité est le seul prisme à partir duquel nous envisageons le degré de justice de notre société? La définition de ce qu'est une discrimination est elle-même une question de jugement qui suppose que la reconnaissance antérieure d'un problème politique. Et donc, si le principe de laïcité soit contribue à invisibiliser un certain nombre de dynamiques d'exclusion, de marginalisation, d'une part, ou si l'application du principe de laïcité amène certaines catégories de la population disposant d'une situation, bénéficiant d'une situation de domination politique par rapport à d'autres, à non seulement bénéficier de ce principe de laïcité, mais pouvoir s'appuyer sur ce principe de laïcité pour accentuer leur position de domination, alors non seulement nous avons un problème de justice persistant, mais nous avons un accroissement de ce problème de justice. D'une part. D'autre part, et c'est lié au premier argument, c'est le deuxième argument, et j'arrêterai là, une discrimination ne peut être commise que si les personnes potentiellement concernées, le deuxième argument ici suit le premier, parviennent à être en situation d'être discriminées. Par exemple, on ne peut parler de discrimination à l'embauche que si des personnes sont en situation de postuler pour l'emploi concerné. On ne peut parler de plafond de verre dans certaines institutions que si les femmes victimes de ce plafond de verre avaient été, dans des circonstances plus équitables, à même d'exercer d'importantes responsabilités au sein de ces institutions. À suivre le raisonnement, et de nouveau je le pique à Iris Marianne Jung, le fait, par exemple, qu'il y ait très peu d'enseignants universitaires issus de l'immigration maghrébine, que la Belgique n'ait jamais connu, ou presque connu, aussi il y a une exception maintenant, mais presque jamais connu de femmes Premier ministre, ou que la Chambre des représentants ne compte presque plus guère de représentants issus du monde ouvrier, n'est pas discriminatoire au sens strict. Il n'y a pas de discrimination au sens strict dans ces faits-là. Mais ça ne signifie pas pour autant que cette situation est tolérable ou qu'elle ne résulte pas de phénomène de marginalisation. C'est juste que la non-discrimination dépasse une part et que considérer que la non-discrimination suffit à définir la justice déplace indûment le regard sur la source et la nature des injustices. Et dans ce cadre, la laïcité, le principe de laïcité qui est intrinsèquement lié à un principe de non-discrimination, puisqu'il prolonge un principe de neutralité, qui lui-même prolonge un principe d'impartialité, peut poser de lourdes difficultés à cet égard. Tout simplement parce que d'une part, il ne répond pas à un certain nombre de questions de justice, et d'autre part, parce qu'il peut contribuer à invisibiliser ces questions de justice.
voilà, je vais en arrêter là. Je crois que j'ai fait un peu moins d'une demi-heure, mais il me semblait que c'est nécessaire parce que je crois qu'il y a inévitablement, il y aura inévitablement des questions, des réactions, et je préfère que les membres de l'assistance, enfin qu'on ait l'occasion d'un peu en discuter. Je voudrais peut-être juste terminer par juste 2-3 éléments généraux pour resituer. Ce que j'ai essayé de faire, c'est donc non pas d'attaquer de front le principe de laïcité, c'est vraiment de partir de 2 philosophies sur lesquelles le principe de laïcité s'est historiquement construit, de montrer le rôle que le principe de laïcité peut jouer pour ces théories philosophiques, montrer ce que ces théories philosophiques ajoutent au principe de laïcité, montrer que chacune de ces théories philosophiques peut nous amener à contester soit les définitions que nous donnons de la laïcité, soit le statut que nous donnons à la laïcité, soit les justifications que nous donnons à la laïcité. Et peut-être, si je peux me permettre d'être un peu taquin, j'espère que cet exposé aura peut-être montré que la question de la laïcité, extrêmement importante historiquement, extrêmement importante au niveau de notre histoire sociale, mais n'est peut-être pas philosophiquement aussi centrale qu'il devrait l'être, parce qu'il y a peut-être d'autres concepts, d'autres outils philosophiques qui sont peut-être plus pratiques et plus élégants pour essayer de penser des questions de justice. J'en ai cité certains, le principe de neutralité, le principe d'impartialité, la manière dont nous définissons les rapports entre oppression politique d'une part et non-discrimination de l'autre. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci infiniment à vous deux, Caroline et John, pour des exposés parfaitement complémentaires, avec effectivement une belle antériorité historique qui montre l'élaboration du concept, même si on sait que dans les usages qui sont les nôtres, c'est extrêmement tardif, à la fin du XIXe siècle, et puis avec une réflexion très, très charpentée et très construite de John sur, au fond, les horizons en matière de philosophie politique et d'idéologie aussi, de compréhension de la notion. Remercier tout d'abord nos 2 conférenciers, John et Caroline, pour la richesse de leur exposé. Vous remerciez aussi M. Morès pour tout l'apport dans l'organisation et la programmation. Et donc, nous donner rendez-vous pour 2 séances de la semaine prochaine. Celle de mardi avec Jean-Philippe Schreiber, collègue de Caroline au CIERL et responsable aussi avec elle du laboratoire Aurella, et François de Smet, collègue, philosophe et politique aussi de John. Et puis alors, mercredi soir, alors toujours de 17h à 19h, une contribution d'Hervé Parmentier, de moi-même, sur la question de la laïcité dans la sphère internationale. Enfin, est-ce que, voilà, John en parlait tout à l'heure de ces pays qui se grattent la tête à partir de la notion, eh bien, comment est-ce que les choses se trament sur le plan international? C'est ce que nous essaierons de faire donc mercredi soir. Voilà. Eh bien, encore un immense merci. Je vous souhaite une excellente... Merci à vous tous, merci à toi. Une excellente soirée. Merci à tous les auditeurs qui sont restés jusqu'à la fin et qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être avec nous ce soir. Voilà, à très bientôt et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à toi.